Le 7 juillet dernier, pendant que beaucoup de Français imaginaient des plages, des balades ou un bon barbecue, j'ai vu un chiffre venir gâcher l'ambiance. En 2023, 15,4% de la population en France métropolitaine vivait sous le seuil de pauvreté, un taux jamais atteint depuis le début des séries comparables. En une seule année, près de 650 000 personnes supplémentaires sont tombées en dessous de ce seuil, l'équivalent d'une grande ville. Malgré tout le prestige d'une septième économie mondiale, un pays à PIB élevé et des taux de chômage historiquement bas, près de 10 millions de Français survivent avec moins de 1 288 € par mois pour une personne seule. Depuis des décennies, on nous a souvent vendu ce modèle républicain. Travaille bien, étudie, et tu t'en sortiras. Mais la réalité est plus cruelle. Des diplômés dorment dans leur voiture, des actifs à temps plein fréquentent les restos du cœur, et plus d'un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Face à ce constat, une question revient. Être pauvre en France, en 2025, peut-on encore s'en sortir? Aujourd'hui, je vous présente la carte routière de la pauvreté. Qui y tombe, pourquoi on y reste, et surtout comment certains y échappent. Le titre pourrait être « Pauvre un jour, pauvre pour toujours ». Spoiler, pas forcément. Bienvenue sur Voix 24 heures. C'est ici qu'on cherche des réponses solides, loin des discours fades. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous. Cela ne coûte rien, mais ça peut faire la différence dans votre compréhension du monde. Partie 1. Les chiffres et définitions. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'être pauvre en France aujourd'hui? Le critère officiel utilisé par l'INSEE est la pauvreté monétaire. Une personne est considérée pauvre si son revenu disponible est inférieur à 60% du niveau de vie médian. Contrairement à une moyenne, la médiane signifie que la moitié de la population gagne plus. L'autre moitié gagne moins. En 2023, ce seuil de 60% correspond à 1 288 € par mois pour une personne seule. À ce niveau de revenu, comment faire? Se loger, se soigner, s'alimenter, participer? C'est ce qu'on appelle vivre avec dignité dans une société développée. Selon l'INSEE, 9,8 millions de personnes sont concernées dans un logement ordinaire en France métropolitaine. Et en 2023, le taux global atteint 15,4%, en forte hausse par rapport à 2022, 14,4%. C'est le niveau le plus élevé depuis le début des séries, 1996. Mais qui sont ces Français? Parmi les familles monoparentales, notamment dirigées par une femme, 34,3% vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi les chômeurs, le taux grimpe à 36,1%. Parmi les salariés, employés, le taux de pauvreté mesuré est de 6,6% en 2023. Les indépendants sont plus exposés, environ 19,2% dans cette situation. Les retraités à domicile sont moins concernés que la moyenne de la population, autour de 11,1%. Les enfants de moins de 18 ans, 21,9%, vivent dans un foyer pauvre. Enfin, l'origine, 32,2% des personnes nées hors de France sont pauvres. Et parmi celles venant d'Afrique, ce taux monte à 37,7%. Ces chiffres montrent que la pauvreté n'est pas concentrée sur un seul profil. Elle touche largement les femmes seules, les enfants, les immigrés, les travailleurs modestes, les indépendants. Le visage typique de la pauvreté aujourd'hui serait une citadine, locataire, avec un travail à temps partiel, sans capacité d'épargne, sans filet de sécurité. On entend souvent « s'il voulait s'en sortir, il le ferait ». C'est une vision simpliste. La pauvreté n'est pas toujours une question de volonté. Elle peut se transformer en piège, un système où les contraintes structurales rendent la sortie extrêmement difficile. Partie 2. Les mécanismes de maintien dans la pauvreté. 1. La trappe à inactivité ou désincitation au travail. C'est une notion qui revient souvent. Dans certains cas, gagner un peu plus peut s'accompagner de pertes d'aide, de coûts supplémentaires, transport, garde d'enfants, repas, etc., ce qui rend l'entrée dans l'emploi non rentable. Le gain marginal est faible, voire négatif. Par exemple, une personne seule peut percevoir environ 1 100 € net avec les aides sociales, RSA,
aide au logement, selon certains scénarios. Cela dépend fortement du lieu. En prenant un emploi payé au SMIC net, 1383 €, après déduction liée aux coûts divers, elle pourrait se retrouver avec un montant proche ou même inférieur à ce qu'elle avait initialement. C'est une estimation illustrative, non une donnée fixe. Le point étant, le système social et fiscal peut, dans certains cas, freiner la transition. 2. Le coût caché de la pauvreté. Quand on a peu de marge, on ne peut pas anticiper, épargner ou acheter du matériel de qualité. On se tourne souvent vers du pas cher, de l'occasion ou du bas de gamme. Plus de pannes, de réparations, plus de dépenses à long terme. Les découvertes bancaires, les frais administratifs, les frais de retard, électricité, loyer, impayés, sont plus fréquents quand on n'a pas de marge de manœuvre. Certaines études indiquent qu'un foyer pauvre peut payer globalement jusqu'à 10% de ses revenus, en plus simplement à cause de ses contraintes. Le recours au crédit revolving, crédit à la consommation, est plus fréquent avec des taux plus élevés que les crédits classiques. L'équipement, voiture, électroménager, est souvent un cercle vicieux. On achète moins cher, mais on remplace ou répare souvent ce qui coûte cher sur le long terme. Ces phénomènes ne sont pas anecdotiques. Ils accentuent le fossé entre vivre pauvrement et réussir à s'en dégager. 3e. L'éducation, le capital culturel et social. L'un des verrous les plus puissants est la reproduction sociale. Le contexte familial, le niveau d'éducation parentale, l'accès à des réseaux professionnels influencent fortement les chances d'ascension. Il faut souvent plusieurs générations pour qu'un foyer pauvre atteigne le niveau de vie moyen. En outre, les lacunes en formation financière, crédit, assurance, gestion de budget, font que beaucoup prennent des décisions coûteuses sans en mesurer les implications. Emprunts excessifs, assurances chères, placements risqués. Beaucoup de jeunes quittent le système éducatif sans diplôme. Chaque année, on compte des dizaines de milliers d'élèves sortant sans qualification. Le logement joue aussi un rôle crucial. Dans de nombreuses villes, les loyers absorbent une part excessive du revenu, 30 à 40% ou plus, surtout pour les plus modestes. Et les logements sociaux, quand ils existent, sont souvent éloignés des centres d'emploi ou mal desservis. La santé est une autre barrière. Beaucoup renoncent à des soins pour des raisons de coût ou de distance. Cela peut aggraver des problèmes et rendre plus difficile le maintien dans l'emploi. Les personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées, avec des coûts spécifiques élevés. Transport, matériel, soins non pris en charge. Partie 3. Les leviers de sortie, ce qu'on peut faire. Même si les obstacles sont nombreux, certains réussissent. Qu'est-ce qui les différencie? Voici 3 leviers, ou pistes, fréquemment observés. Lève 1. Comprendre le système pour l'utiliser. Ce que l'école n'enseigne pas souvent. Vendre, négocier, valoriser ses compétences, se positionner. Comprendre la dette, distinguer dette toxique, revolving, et dette productive, investissement. Un exemple. Emprunter pour acquérir un outil ou un bien générateur de revenus, petit local, matériel, formation, plutôt que pour rembourser une dette. Cela demande de l'éducation financière, de la curiosité et parfois un accompagnement. Lève 2. Diversifier les revenus, même modestement. Ceux qui s'en sortent ne comptent pas sur un seul salaire. Ils construisent des revenus annexes, des petits ruisseaux, microservices, freelancing, petits commerces, activités en ligne, artisanat. L'idée est de constituer un excédent petit à petit, sans fragiliser sa situation initiale. Et tant que possible, conserver certaines aides pour amortir la transition. Lève 3. Changer de perspective mentale, mindset. Ne pas s'identifier à la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité, mais une situation temporaire. Chercher des modèles inspirants, des personnes ayant grandi dans des conditions modestes et qui ont réussi. Accepter l'échec comme une étape possible. Beaucoup échouent avant de réussir. Ce n'est ni honteux ni surprenant. L'enjeu, faire partie de ceux qui investissent dans la compréhension du système et l'appliquent à leur avantage. Mais ces leviers exigent du temps, de la persévérance, de l'apprentissage et un certain courage. Le système ne pousse pas toujours vers la sortie, il faut construire sa propre trajectoire.
Nous avons parcouru ensemble les chiffres, les conditions, les pièges et les pistes de sortie. La pauvreté en France n'est pas un phénomène marginal. Elle touche des millions de personnes, elle a des racines profondes, mais elle n'est pas une fatalité. Peut-on vraiment s'en sortir? Oui, mais cela demande à la fois des choix individuels, une vision stratégique et des réformes collectives pour élargir les passerelles. Si vous traversez cela ou connaissez quelqu'un qui y est confronté, ce n'est pas une question de mérite ou de faute, c'est un défi à relever avec lucidité. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, abonnez-vous à Voix 24 heures pour continuer à décrypter les mécanismes invisibles qui façonnent notre société. Cliquez sur la cloche, partagez si vous pensez que cela peut aider quelqu'un autour de vous. À très bientôt pour une prochaine exploration.